Alors dans cet exercice 10.4, on nous parle du CD et des autres supports d'information. D'abord, on nous présente la structure du CD. Donc on nous dit que les informations sont stockées sous forme de creux et de plat sur la piste métallique qui est en forme de spirale. On nous dit que la spirale commence à partir du rayon R1 jusqu'à la distance R2. Et on nous donne également le pad de la spirale. Et puis on nous dit que lorsque le disque est lu, il tourne à une vitesse linéaire de 1,2 mètres par seconde. Ensuite, on nous explique le principe de la lecture optique du CD du Blu-ray. Donc la piste est constituée d'alvéoles dont on donne la profondeur. Donc une alvéole est constituée d'un creux et d'un plat. Donc le laser va frapper le creux et le plat, et donc on nous donne la longueur d'onde dans le vide du laser du CD, celle dans le polycarbonate qui est le milieu que le laser va traverser avant de frapper ou le creux ou le plat. Et puis la même chose pour le Blu-ray. On nous dit ici que la profondeur des creux est donnée par 2hc égale lambda sur 2. Et puis on a également la vitesse de la lumière dans le polycarbonate. Alors d'abord des questions sur le compact disque. Donc la question 1.1 est facile puisqu'on nous demande d'exprimer la surface utile. Donc la surface utile, c'est la surface qui est comprise entre le disque de rayon R1 et le disque de rayon R2. Donc la surface utile, c'est la différence entre la surface du disque de rayon R2 qui est pi R2 au carré moins la surface intérieure pi R1 au carré, donc en factorisant par pi, donc ça fait pi facteur de R2 au carré moins R1 au carré. Pour la question 1.2, donc on va pouvoir en déduire la longueur de la piste. On nous dit que la longueur de la piste est donnée quasiment par S sur A. Donc on va pouvoir la calculer. Donc ça fera pi sur A fois R2 carré moins R1 carré. Donc quand on passe au numérique, donc on peut... Alors A était donné en micromètres et les rayons sont donnés en centimètres. Donc on peut travailler en centimètres. Donc si on travaille en centimètres, donc avec un petit a qui est égal à donc c'était 1,6 micromètres. Donc 1,6 micromètres. Donc c'est 1,6 10-6 mètres. Donc on peut, pour convertir au centimètre, on va dire que c'est 1,6 fois 10-4 fois 10-2. Et 10-2 mètres, ça nous fait centimètres. Donc on a 1,6 10-4 centimètres. Donc au niveau du calcul, donc on aura pi, donc que multiplie donc au numérateur la différence des carrés des rayons. Donc pour R2 c'était 6 cm, donc 6,0 au carré moins 2,5 au carré sur 1,6 10-4. Donc le résultat sera en centimètres puisqu'on a des centimètres carrés au numérateur sur des centimètres. Et L, on obtient donc 5,8 10 puissance 5 cm. Donc on peut également donner ça en mètres puis en kilomètres. Donc en mètres, eh bien donc ça va nous faire 5,8 10 puissance 3 mètres. Et donc ça nous fait 5,8 km. Donc ça c'est la longueur de piste totale du CD. Alors pour la question 1.3, on va pouvoir en déduire la durée de lecture puisque la piste est lue avec une certaine vitesse qui est donnée. Donc on va faire L sur V.
Donc du point de vue des unités, donc on peut exprimer la distance L en mètres, la vitesse en mètres par seconde pour obtenir une durée en secondes. Donc delta T, donc au numérateur c'est la longueur de piste qu'on va exprimer en mètres, donc 5,8 que multiplie 10 puissance 3, et une vitesse qui était donnée dans l'énoncé, la vitesse de lecture, donc c'est ici 1,2 mètres par seconde. Donc sur 1,2, et ça nous donne une durée donc en secondes qui est égale à 4,9 que multiplie 10 puissance 3 secondes. Et pour savoir d'abord combien ça fait d'heures, eh bien on va diviser par 3600, et ensuite la différence, eh bien ça sera en fait à diviser par 60 pour obtenir le nombre de minutes. Donc on obtient 1 heure et 21 minutes. Donc ça c'est la durée de lecture du CD. Alors poursuivons dans la question 1.4. Donc on nous dit qu'il y a interférence entre la partie qui est réfléchie sur le plat et celle qui réfléchit sur le creux. Donc la différence de parcours entre les deux faisceaux, donc si on fait un schéma, donc ça c'est un creux, c'est un plat, pardon, et ça va être un creux. Donc le faisceau, il vient frapper ici la surface, donc comme ceci. Ça c'est le faisceau qui est réfléchi par un plat, et ça c'est le faisceau qui va être réfléchi par un creux. Donc on voit que le faisceau qui réfléchit par un creux parcourt une distance supérieure, puisqu'en fait il fait un aller pour rentrer dans le creux et un retour pour en sortir. Donc si on appelle HC la profondeur du creux, eh bien le parcours, la différence de parcours, eh bien est égale à 2 fois HC. Donc on peut écrire que la différence de chemin, la différence de parcours, donc pour la question 1.4a, donc la différence de parcours donc entre les deux rayons qui interfèrent est 2 fois HC. Donc pour la 1.4b, donc on demande de déterminer le retard. Donc le retard, eh bien dans la mesure où en fait le faisceau il se propage dans un milieu qui s'appelle du polycarbonate, eh bien je dois tenir compte de la vitesse du faisceau dans ce milieu. Donc ça va nous faire 2hc sur la vitesse de la lumière dans ce milieu. Donc ça c'est l'expression du retard. Alors pour la question 1.4c, on nous demande de comparer ce retard à la période de l'onde. Donc quand on compare deux choses, il est bon de faire le rapport donc entre les deux quantités. On va faire le rapport de cette durée avec la période t. Donc on va obtenir 2hc sur v fois t. Alors v fois t, en fait, ça représente la longueur d'onde de la lumière dans le milieu, donc c'est lambda. Et par ailleurs, dans le texte, on nous dit que 2hc égale lambda sur 2. Donc je peux remplacer 2hc par lambda sur 2. Donc ça fera 1/2. Donc en fait, on voit que le retard correspond exactement à une demi-période. Donc pour la question 1.4d, donc quand les rayons vont interférer, eh bien ils auront un décalage d'une demi-période, et donc on sera dans la situation où un maximum
de l'un va correspondre à un minimum de l'autre. Donc les ondes en fait sont en opposition de phase, et donc l'addition des deux ondes va résulter en un minimum de lumière. Donc là on va avoir ce qu'on appelle des interférences, donc des ondes qui sont en déphasage d'une demi-période, donc en opposition de phase, donc des ondes en opposition de phase, et donc des interférences destructives. Interférences destructives. Alors évidemment, si les interférences sont destructives, on aura un minimum d'amplitude au niveau du détecteur, du capteur. Donc minimum d'amplitude du signal perçu par le capteur. Alors pour la question suivante, pour le 2, alors si maintenant on travaille avec le Blu-ray, quelle doit être la profondeur d'un creux? Donc le principe étant le même, il faut toujours que 2HC soit égal à lambda sur 2, ou encore que HC soit égal à lambda sur 4. Donc il faut que je prenne ici la longueur d'onde du Blu-ray, toujours dans le milieu. Donc la longueur d'onde du Blu-ray dans le milieu nous est donnée ici, donc 261 nanomètres. Donc ça sera 261 que divise 4. Donc ça c'est la profondeur du creux, et donc 261 sur 2 sur 4, pardon, ce qui nous donne 65,2 nanomètres. Alors pour la question de 2, pourquoi ne peut-on pas lire un disque Blu-ray avec un lecteur de CD? Eh bien avec le lecteur de CD, la longueur d'onde utilisée ne convient pas. Donc pour des creux dont la profondeur correspond à lambda du Blu-ray sur 4. Donc pour le Blu-ray, la profondeur des creux est telle que HC est égal à lambda du Blu-ray sur 4, et on ne peut donc employer que un lecteur de Blu-ray. Donc la longueur d'onde du lecteur de CD ne convient pas pour lire les creux du Blu-ray. Voilà. Puisque la profondeur des creux vérifie cette relation et nécessite donc d'employer un lecteur de Blu-ray.